On a parlé agroalimentaire, on va parler micromécanique et industrie à présent. Allez, on parle micromécanique, mécanique de haute précision avec deux dirigeants du secteur qui bousculent leur entreprise et leur modèle d'affaires pour l'adapter au climat. Bonjour Céline Gris. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Vous êtes la PDG de votre entreprise, Gris Group, en Meurthe-et-Moselle. Et avec vous, Thierry Bizot, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Crila à Besançon. Thierry, je commence avec vous. Question que je pose toujours pour lancer les discussions dans cette séquence en équipe. Concrètement, qu'est-ce que vous avez changé dans votre entreprise, dans votre modèle d'affaires pour engager la bascule climatique? Alors déjà, la bascule climatique, nous on l'a vu sur le plan de la partie, on va dire, de l'humain. Donc on a participé à la Convention des entreprises pour le climat pour prendre conscience des enjeux. C'est un groupe, c'est un collectif qui nous permet de pouvoir vraiment voir la situation telle qu'elle est. On était dans une phase compliquée avec la pandémie, une acquisition qui ne s'est pas bien forcément passée. C'est un groupe qui est en expansion. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un modèle où des gens de l'intérieur, suite à ce parcours, ont pris le leadership sur la partie notamment RSE pour mettre en application un certain nombre de choses. Déjà, tous nos bilans. Les diagnostics écoflux, avoir la base pour pouvoir effectivement s'améliorer. Des labels de biodiversité sur lesquels maintenant on est labellisé. Donc il y a beaucoup de petites actions. C'est beaucoup de petits pas. Les déchets, on a 90% des déchets maintenant qui sont complètement traités. Donc ça, c'est des actions concrètes. Mais on est sur le chemin. On est au début du chemin. Alors, début du chemin. Idem chez vous, début du chemin. Comment est-ce que vous avez démarré les choses chez Gris Group? Alors, il faut dire que nous, on est une entreprise familiale. Et donc, en fait, mon père avait déjà démarré depuis 20 ans le fait d'être 14001 pour l'environnement et d'être membre du Global Compact, donc avec les ODD, donc les Objectifs du Développement Durable. Donc, ça fait 20 ans qu'on fait une communication annuelle. Moi, du coup, après, j'ai pris en main il y a 5-6 ans le sujet RSE, mais je ne savais pas trop parce que je savais que ça devait être porté par la direction. Oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est à tort de penser que ça. C'est-à-dire qu'il faut embarquer tout le monde. Je reviens sur le sujet aussi des équipes. Nous, on n'est pas dans la CEC, on a plutôt été accompagnés dans les programmes accélérateurs décarbonation BPI France, donc très communautaire, coq vert. Et en fait, du coup, on est passé. La semaine dernière, voilà, en fait, on est passé par le côté séminaire très élargi du comité de direction pour sensibiliser tout le monde. Ça prend 3, 4, 5 ans en réalité. Il faut, quand on commence à démarrer, on a les réfractaires. Pour embarquer, combien de collaborateurs? Vous êtes combien chez vous? Au départ, alors on est 290 aujourd'hui, on a 3 entités. On démarre par la base, les gens les plus proches. Mais ça prend du temps parce qu'il faut sensibiliser les gens qui ne le seraient pas. Donc il y a les gens embarqués, il y a les neutres et puis il y a les autres. Et aujourd'hui, on a créé une commission RSE. En fait, c'est le seul moyen, c'est d'avoir une instance dans laquelle on peut déverser, on va dire, toutes les thématiques. C'est quoi, un COMEX RSE, quand vous dites une commission RSE? C'est plus large parce qu'en fait, on a des gens aussi bien de la direction que des salariés d'une équipe dans un département qui ont envie. En fait, et d'ailleurs, on prend conscience de qui est moteur en fait sur ces thématiques et sur qui on peut. C'est intéressant, ça, ces questions de gouvernance et de leadership sur le sujet. Toute dernière question, après je vous redonne la parole, bien sûr, Thierry. Ça, vous le réunissez parce que c'est très concret justement pour ceux qui nous regardent. Vous le réunissez cette commission. D'accord, une fois par mois, vous avez. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sujets très très importants comme travailler la politique de responsabilité, le code de conduite et d'éthique, enfin tous les attendus dans le système de management aussi et de nos clients exigeants automobiles. Et puis des petits sujets de covoiturage, de gestion des cigarettes, des mégots, des choses comme ça en fait. Et puis les emballages et le très concret industriel. Thierry Bizot. Alors c'est exactement, nous on est aussi dans cette manière de l'avancer avec un comité RSE, avec une personne encore une fois de l'interne et moi je mets aussi toute ma puissance, tout mon poids aussi pour que les choses bougent et on a tous ces petits pas dont Céline parlait et à la réflexion en fait le bâtiment que j'ai construit en 2009 était le premier bâtiment en France en géothermie profonde. Donc j'étais déjà parce que c'est intéressant, on a discuté ensemble, et c'était déjà un premier pas, si vous voulez, dans une forme de décarbonation, une prise de conscience. D'ailleurs, nous, on a un bâtiment passif depuis 2018. Ça a été aussi une conviction dès le départ de se dire on construit pour les 20 ou 30 prochaines années, donc il faut le faire de manière durable. Alors, Thierry Bizot, vous le disiez, vous étiez dans la CEC. Là, on parle du point de départ. Préserver les ressources, décarboner, tous les bilans dont vous parliez, à la fois sur l'énergie et sur la biodiversité. Il y a des dirigeants qui essaient d'aller plus loin, c'est très compliqué, qui veulent reconstituer des ressources, ce qu'on appelle du régénératif. Est-ce que l'un et l'autre, vous en êtes là ou pas encore?
Alors, on n'en est pas encore là, clairement. Par contre, j'ai réfléchi, donc j'essaye d'échanger pour le moment avec mes clients. Nous, on est dans un modèle d'affaires où, en fait, on fait des composants pour l'électrification des avions, notamment toute la connectique. Oui, l'essentiel de vos clients, c'est l'aéronautique. Donc, finalement, on est dans le move, hein, quelque part. On pourrait dire, bah, super, on est très bien. Sauf que vous savez que les mines de cuivre, à un moment donné, sont pas pléthores et qu'il y aura des problématiques, certainement, sur ces matières premières. Donc, ça demande aussi une réflexion en amont pour accompagner, finalement, ce changement de business model et puis donc déjà de modifier peut-être les composants du futur et faire avec moins et surtout être en capacité de pouvoir recycler tous ces déchets, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui est très compliqué. Donc il y a beaucoup de choses qui manquent mais qui sont du côté ou du législateur ou des grands groupes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut pas... On fait beaucoup de choses au niveau des PME, mais il y a des choses qui doivent être faites au niveau des États et des grands groupes. Et des donneurs d'ordre. Mais alors, oui, parce que ce que je veux dire, c'est qu'en fait, nous, nos industries manufacturières, nos bilans carbone, c'est 77% les intrants et notamment l'acier. Alors, on a la chance d'avoir un acier qui est quand même un beau matériau, puisqu'en fait, il est recyclable quasiment à l'infini. Par contre, il y a une vraie problématique nous, on achète des aciers nobles au carbone avec en fait une composition et des nuances très spécifiques. Et là, par exemple, on fait un gros travail. Alors, presque inverse par rapport au passé, c'est-à-dire qu'avant on avait des chutes de ferraille au pied de chaque machine. On a investi pour être plus productif dans un convoyeur global qui jette toutes les chutes dans une même benne. Et aujourd'hui, on reviendrait à l'inverse pour en fait revaloriser de manière pertinente en fait nos aciers, où on va y avoir trop de manganèse ou de chrome ou de carbone, ce qui ne peut pas être mis dans une filière par exemple de fabrication d'acier avec de l'acier recyclé et de filière électrique. Donc en fait il faut revenir à une séparation et donc en fait on va faire le chemin inverse, mais pour valoriser en fait l'acier et qu'on puisse aller aider, on va dire, les fabricants d'acier en amont, hein, c'est parce que c'est eux qui ont entre leurs mains en fait l'activité la plus carbonée, et pour pouvoir passer des hauts fourneaux à quelque chose. Et est-ce qu'ils vous suivent justement là-dessus? Parce que vous, on vous entend, on voit bien que vous êtes engagé, que vous avez des idées, que vous voulez avancer. Mais est-ce que tous vos fournisseurs vous suivent là-dedans? Est-ce que ça les intéresse vraiment? Alors nous, on a des gros fournisseurs de grande taille et des clients de grande taille, principalement américains. Non, ils suivent pas. Ils suivent pas et ils élaborent pas. Quand je pose la question, c'est qu'aujourd'hui, ils disent que leurs centres de développement de certains sont en Inde, très bien, mais qu'il n'y a pas ce sujet n'est pas au centre de leur préoccupation. Ouais. Donc il faut savoir ça parce que ça coûte trop cher ou parce que ça les intéresse pas? Parce qu'ils ne voient pas loin. Et en fait, quand on échange avec Céline, on voit qu'il manque une vision long terme. C'est une vision long terme qu'il faut avoir pour pouvoir savoir comment on va finalement avancer tous ensemble. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas assez de collaboration. Parce que les grands groupes restent des grands groupes. Nous, on a des groupes de 40 milliards. On est fournisseur d'Airbus, de Dassault. On est fournisseur aussi d'Américains dans la connectique. Et alors, je dis pas que Dassault et Airbus font pas des choses. Au contraire, hein. Je pense qu'eux, ils font des choses. Mais des fois, ces Américains-là ne font. Alors, je ne veux pas non plus systématiser, mais il n'y a pas une prise de conscience des. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos composants, si un jour on a une pénurie de matière, au-delà, il n'y a plus un avion, il n'y a plus une voiture qui. L'intérêt de recycler. Enfin, évidemment. Après, moi, je pense que les fabricants d'acier sont quand même dans la démarche. Hein, je veux dire, ils n'ont pas le choix. Alors après, les législateurs imposent, il y avait la CSRD, tous les grands groupes doivent être en mouvement. Ce qui est plus difficile, c'est plutôt les petits sous-traitants ou fournisseurs. Alors nous, je vais parler plutôt, par exemple, du traitement thermique ou du traitement de surface, où là, en fait, c'est des petites entreprises en fait, qui n'ont pas les ressources. Donc là, nous, on est plutôt dans ce que les grands groupes nous imposent. Nous, on essaye de faire la même démarche de manière un peu plus, on va dire, smart. Et en fait, en les accompagnant avec des questionnaires RSE aussi, et en essayant de mesurer comment on peut les aider dans la réflexion aussi, parce que nous, on l'amène. Donc il faut faire du partage, il faut travailler vraiment tous ensemble au niveau de la chaîne de valeur. Quoi. Allez-y. Ce que je veux dire, c'est que c'est une responsabilité partagée, parce que dans une filière, on est tous sur un même marché, et on est tous en responsabilité. Donc c'est une prise de conscience du global qu'il faut avoir. Il faut avoir une analyse systémique des choses, et non pas une analyse parcellaire et silotée. Donc il faut redécloisonner pour se reparler, etc. Et donc c'est un travail que moi je mène au quotidien. Je suis vraiment engagé dans ce décloisonnement. Mais sur du très concret, si je peux me permettre, nous aujourd'hui, l'idée dans le modèle d'affaires, c'est qu'on veut proposer un catalogue de matières premières décarbonées à nos clients, et dire bah oui, ça a peut-être un coût supplémentaire, mais on est capable de, avec une énergie verte parce qu'on a des contrats d'énergie verte, avec des produits à nous qu'on estime pouvoir vendre en 100% green, charge aux clients d'être capable ou pas de mettre le prix.
Et c'est souvent la question qui revient dans BFM Climat, la valeur verte. Mais on en reparlera. Merci beaucoup à tous les deux, Céline Gris de Gris Group et Thierry Biziot de Crila. Allez, on accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat. Bonjour Antoine. Bonjour Thomas. Directeur de l'AXA Climate School. On part aujourd'hui, Antoine, pour démarrer ce journal aux États-Unis où les apiculteurs font face à une véritable hécatombe. 70% des abeilles sont mortes dans le pays en ce début de printemps. Oui, les chiffres sont terribles et ils mettent en danger l'industrie de l'apiculture, bien sûr, mais aussi en fait toute l'industrie fruitière américaine. Au début des années 2000, les taux de mortalité pour les abeilles étaient d'environ 15%. Ça peut être dû à la météo, à des maladies ou aux pesticides, évidemment. D'un coup, en 2007-2008, ce taux a grimpé à 40-45%. D'un seul coup, on ne sait pas exactement pourquoi encore. On a appelé ça le Colony Collapse Disorder. Et depuis, la mortalité, eh bien, elle n'est pas redescendue. Il a fallu subventionner les apiculteurs pour qu'ils puissent continuer à opérer. Et cette année, eh bien, nouveau bond, la mortalité atteint 70%. On ne sait toujours pas pourquoi. C'est un peu la panique du côté des apiculteurs. Mais pas seulement du côté des apiculteurs, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, eh bien, les abeilles, elles servent à polliniser les arbres de manière payante. Les apiculteurs louent leurs arbres aux producteurs. En ce moment, ce sont les amandiers en Californie qui ont besoin d'abeilles. Donc on les amène jusqu'en Californie pour polliniser les arbres. Sans ça, les rendements chutent de 90%. Donc, c'est la panique, on ne sait pas exactement tout ce qui se passe. Tout le monde essaye de comprendre. Les enjeux sont énormes. 350 millions de dollars, ça c'est l'industrie du miel aux États-Unis. C'est beaucoup, mais c'est pas colossal. 17 milliards de dollars, ça c'est la valeur de ce que pollinisent les abeilles chaque année. Il est donc urgent de comprendre d'une part et puis de sauver nos abeilles. Ouais, urgent de sauver les abeilles, urgent aussi de sauver nos forêts. On a encore perdu 6 millions d'hectares en 2023 à cause de la déforestation. Et le Brésil aurait trouvé une solution qu'il voudrait annoncer lors de la prochaine COP30. Oui, le Brésil aurait une piste. Il s'agirait de sauver les forêts en utilisant la bourse. Alors vous allez voir, je vous explique. L'idée, ça serait qu'il faudrait payer les pays qui hébergent de grosses forêts tropicales pour ne pas déforester. Ce montant, il est estimé à 4 milliards de dollars par an. C'est quand même pas mal d'argent, donc il faut le trouver. L'idée du Brésil, ça serait de demander aux grands États riches à la COP de Belém qui arrive de placer 25 milliards de dollars en prêts à taux très très bas. Donc vous récupérez ces 25 milliards. Ensuite, avec ça, vous allez voir la Banque mondiale. Et vous dites, j'ai 25 milliards, est-ce que vous m'en prêtez 100 de plus? Donc à ce moment-là, Thomas, vous êtes à la tête de 125 milliards de dollars. C'est pas mal. Et vous créez alors un fonds d'investissement qui s'appellerait le Tropical Forest Forever Facility. Avec cet argent, vous allez sur les marchés, la bourse, comme vous et moi, et vous empruntez à 5% d'un côté, vous espérez gagner à peu près 8%. Le delta, ça vous génère 4 milliards de dollars de bénéfices par an. Et avec ça, eh bien, vous payez les pays qui ont les forêts tropicales. Alors les détracteurs de ce projet soulignent deux limites. La première, c'est que pour gagner 8% sur les marchés boursiers, eh bien, il faudrait placer dans des entreprises qui elles-mêmes pratiquent la déforestation. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. La deuxième limite, c'est qu'évidemment tout ça, ça repose sur la croissance des marchés. Si ça ralentit un peu, eh bien, il n'y aurait plus assez d'argent pour protéger les forêts. Ceux qui défendent le projet, de l'autre côté, ils disent que c'est toujours ça de prix. Ça fera toujours quelques années où ces 4 milliards de dollars auraient plutôt servi à protéger les forêts qu'à les détruire. Affaire à suivre. Affaire à suivre. On termine, Antoine, avec une nouvelle étude sur les conséquences économiques du changement climatique, cette fois-ci qui nous vient d'Australie, et qui nous dit qu'en cas de réchauffement à plus 4 degrés, le scénario central, le PIB mondial s'écroulerait de 40% d'ici à la fin du siècle. C'est 4 fois plus que ce que disaient les précédents modèles. Comment expliquer cet écart, Antoine? Alors vous allez voir, c'est très simple. Jusqu'à maintenant, les modèles qui servaient à financer, à justifier le coût du changement climatique fonctionnaient de manière locale. Donc une catastrophe naturelle locale, par exemple les inondations à Valence, a un impact sur le PIB espagnol. Ensuite, on sommait tous ces PIB nationaux, on arrivait à un chiffre 10%. Mais évidemment, ça ne marche pas comme ça. À cause de la mondialisation, quand il y a des inondations à Valence, ça a un impact beaucoup plus large sur plein d'autres États. Quand on prend en compte ce facteur mondialisant, c'est ce qu'ont fait les chercheurs australiens, on arrive dans le scénario du pire, ce scénario à plus 4 degrés du GIEC, à un coût de 40% du PIB. C'est globalement aligné avec ce qu'avaient prévu les actuaires anglais qui avaient sorti une étude il y a quelques mois qui parlait, elle, de 50% du PIB mondial à horizon 2070. On commence donc à savoir combien ça va nous coûter ce changement climatique et ça devrait nous inciter à agir beaucoup plus vite. Merci beaucoup Antoine et merci à vous tous de nous avoir suivis dans BFM Climat. Merci aussi à la Convention des entreprises pour le climat pour sa contribution à la préparation de cette émission. À très vite, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et d'ici là, on garde contact sur notre appli en podcast et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. BFM Climat, l'émission sur BFM Business.